Alors, on passe d'un saut du XVIIe siècle au XXe siècle. Et donc, il y a trois siècles de trous, disons. Mais bon, donc le XXe siècle, parce qu'en effet, au XXe siècle, il y a une reprise, dirons, du madrigal. On parle du madrigalisme et de tout ça. Mais moi, je ne parlerai pas du développement historique. Je ne sais pas si mon collègue, si Jean-Paul en parlera ou quoi. Bon, non, non plus. Donc, bon, d'accord. Oui. Et donc, je parlerai d'un cas particulier, c'est-à-dire celui de Salvatore Sciarrino, qui est un grand compositeur italien, certainement le plus grand de la génération de son époque. Il est né en 1947. Et donc qui vient de publier ces dernières années 2 livres de madrigaux. Donc ça c'est intéressant parce que justement c'est notre sujet. Donc 12 madrigaux a cappella et 12 autres madrigaux concertati avec des instruments, plusieurs instruments, qu'il appelle de carnaval, et ils ont été publiés. Donc le premier donc c'était 2008, oui, 2008 et l'autre en 2011, donc c'est tout récent. Or, évidemment, quand on parle du madrigal au XXe siècle, il faut essayer d'aborder le sujet de manière différente, c'est-à-dire essayer de comprendre de quelle manière, au moment donné, le madrigal rentre dans l'intérêt culturel, artistique d'un compositeur. Et c'est ce que j'essayerai de montrer aujourd'hui avec vous en focalisant l'attention justement sur le cas de Sciarrino. Et donc, il faut donc se rappeler que ce n'est qu'en 1908, je disais, à 61 ans, que Sciarrino publie son premier livre de madrigaux a cappella, celui que je vous ai montré, suivi 3 ans plus tard, donc en 2011, d'un deuxième livre de madrigaux concertati intitulé Carnaval. Donc pour Sciarrino, le madrigal donc représente l'aboutissement d'un très long itinéraire de recherche, d'une vocalité et d'une relation entre texte et musique très personnelle. Et même que le titre, le nombre de madrigaux à l'intérieur de ces 2 recueils, 12 dans chaque recueil, donc renvoie de manière évidente au genre historique de madrigaux, il ne s'agit pas, dans le cas de Sciarrino, de la mise à jour du genre ancien, d'une espèce de néo-madrigalisme plus ou moins affiché, mais on verra que c'est plutôt une espèce de synthèse, pour lui, le madrigal, entre culture occidentale et culture orientale. Donc quelque chose de très particulier. Une synthèse pas du tout dans l'esprit d'un exotisme de manière, de façade, mais plutôt dans celui d'une assimilation personnelle de certaines catégories poétiques. Dans un essai très important sur la relation entre texte et musique, Sciarrino parle dans ces termes de sa première décennie de compositeur. Je cite, « Commençant à composer à l'âge de 12 ans, je mis alors seulement des haikai, haïku au pluriel, la forme japonaise, des haikai en musique. Et ceci, je le confesse, jusqu'à 22 ans. Donc 10 ans à composer des haikai. Étant donné que le temps de la jeunesse passe plus lentement, ces 10 années-là tendent un arc interminable. Sortant peu à peu de mon Japon, j'ai utilisé des textes différents, mais entre-temps, la concentration pour l'essentiel, unie à cette perception objective de la nature, avait imprimé ses stigmates indélébiles sur ma personnalité. En fait, la poésie japonaise ne parle pas à la première personne, elle soustrait l'impression subjective, la substituant par une suite d'événements.
Et de toute cette première production juvénile de Haikai, Sciarrino n'en gardait dans son catalogue qu'un seul, Aka Kato, 1, 2, 3, parce qu'il y a 3 versions, qui veut dire en japonais rouge, ainsi rouge, sur texte du plus important poète japonais d'Haikai, c'est-à-dire Basho, hein, Matsuo Kinsaku, surnommé Basho, qui signifie le bananier, qui était né en 1644 à Ueno, à 10 lieues au sud de Kyoto, et mort à 50 ans en 1694. Donc, ce haïku est composé en 1968 sur un texte originel japonais, donc je disais, Aka Kato, et fut interprété par le soprano japonais Michiko Hirayama, qui deviendra une des interprètes les plus assidus de la musique de Chelsea. Maintenant, je vous propose d'écouter juste le début pour comprendre la distance qu'il y a entre ce proto-haïku de Sciarrino et après le haïku madrigal qu'on écoutera dans 2 versions différentes plus tard. Donc c'est Aka Kato dans une version... ça a été enregistré à la radio de l'époque, donc c'est un document vraiment très rare. Salvatore Sciarrino, HHT, primo, secondo, terzo, per soprano e strumenti. Michiko Hirayama, soprano, Valeri Voskoboinikov, organo, Salvatore Accardi, corno, Zaccaria Amari, corno. C'est un enregistrement terrible, mais ce n'est qu'un document sonore. Oui, mais c'était juste, vous mémorisez ça, et après, quand on écoutera les madrigaux dont je vous propose l'écoute, vous comprendrez la différence et qu'est-ce qui s'est passé au cours des décennies. Donc, dans l'introduction au madrigal, composée 40 ans après, en 2007-2008, Sciarrino affirme que l'une des raisons pour lesquelles il avait quitté les expérimentations vocales de la jeunesse était, je cite, l'exigence de restreindre sa recherche dans les bornes de la tradition européenne, afin que les chanteurs sortis des conservatoires occidentaux puisse apprendre et maîtriser ses pièces vocales. C'est au début des années 80, à partir de Vanitas, 1981, que la vocalité de Sciarrino assume une œuvre après l'autre les traits qui caractériseront dorénavant son style vocal et surtout la messa di voce, suivie par un arpège atonal ou bien le glissando très lent de demi-tons semblable à une plainte, deux traits qui il gardera tout au long de son parcours et deviendront vraiment des traits caractéristiques de sa vocalité. À partir de Vanitas, à l'origine de toute œuvre vocale de Sciarrino, il y a toujours un travail préliminaire de transformation d'un texte extrait d'une œuvre littéraire, poétique, dramatique, philosophique, scientifique, épistolaire, ou d'autres sources plus éphémères, orale ou écrite, articles, proverbes, graffiti d'un quaderno di strada par exemple. Et ce travail consiste à une espèce de trope en creux, cousant ensemble des mots et des phrases extraits de textes plus longs. Sciarrino adapte ces textes à ses nécessités poétiques, musicales et dramaturgiques.
Marea di Rose, qui est la deuxième mélodie de Vanitas, est un bon exemple, il me semble, de cette pratique sciarrinienne du trope. Le texte de Marea di Rose è un diluvio di fiamme a poco scioglie quasi cometa il crine ardente per minacciare la morte, je traduis, est un déluge de flammes peu à peu de nous presque en comète la chevelure ardente pour menacer la mort, dérive ce texte de l'assemblage de l'adaptation du 3e, 10e et 11e vers d'un sonnet de Giovan Leon Sempronio, que vous avez là. Donc, le sonnet en entier est le suivant, et en gras, il y a ce que Sciarrino a extrait pour le texte. Donc, tutto amore, tutto scherzo e tutto gioco, il suo vermiglio crin Lidia sciogliea, e un diluvio di fiamme a poco, sovra l'anima mia piover parea. E con ragion, s'io dal mio cor traea, mille caldi sospir languido e fioco, succeder finalmente un dì devea, a vento sospirar pioggia di fuoco. Certo, costei nel tuo bel regno amore scioglie, quasi cometa il crime ardente per minacciar la morte, a più d'un core. Oppur per gareggiare col sol lucente, tinge la chioma sua di quel colore di cui tinge il sol nell'Oriente. Tout en gardant donc des liens avec la métrique et l'imagerie baroque du poème originel, ces fragments poétiques détachés, ceux qui sont en gras, de leur contexte syntactique et formel, assument une signification nouvelle, énigmatique. Nous ne sommes plus dans un espace labyrinthique fondé sur le jeu de miroirs entre maîtres, rimes et métaphores baroques, mais dans un espace qui est à la fois plus réduit et plus ouvert. L'énigme ouvre un espace où ces images verbales attendent un accomplissement qui leur est offert par les images musicales. Dans le cas spécifique, le texte que la voix chante par petits bouts est comme englouti par les vagues sonores des deux instruments, les figures descendantes au piano et les glissandis d'harmonique au violoncelle. Même si les fragments poétiques gardent le parfum d'une époque ancienne, leur traitement n'est en rien un jeu parodique. La manière de creuser dans la réalité, poétique dans ce cas, afin d'en extraire des images qui sollicitent un accomplissement artistique, rappelle plutôt la pratique de l'esprit du haïku, dont j'ai déjà parlé. Ainsi que l'haïku procède par retranchement, par dépouillement du langage afin d'ouvrir un espace de résonance mentale dans le vide qui entoure les quelques syllabes, 7 plus 5 plus 7 dans le haïku, des aphorismes, Sciarrino creuse dans les textes choisis afin d'ouvrir un espace de résonance musicale dans le silence qui accueille les images verbales et sonores. Et maintenant, je vous propose justement d'écouter un petit moment de Marea di Rose, qui est justement le deuxième mouvement de ce Vanitas de 1981.
On disait que les 12 madrigaux à 7 ou 8 voix a cappella sont l'aboutissement de 40 ans de recherche d'une synthèse entre une vocalité très personnelle, évoquant certains traits de la vocalité ancienne, la messa di voce par exemple, et de la vocalité moderne et contemporaine, les arpèges à tonneaux. Et d'autre part, de la réduction des textes poétiques et dramaturgiques à ces expressions les plus simples et efficaces. Si on tient compte de tout ça, ce n'est pas étrange que les textes des 12 madrigaux sont des versions italiennes et chariniennes d'un choix de Haikai de Bachot. Ce recueil est organisé en 2 parties, dont la seconde est a specchio infedele, un miroir infidèle par rapport à la première. À savoir, les textes des 6 Haikai de Bachot de la première partie sont repris tels quels dans la deuxième, mais mis en musique de manière différente. La relation d'absence-présence des images poétiques musicales s'exprime dans Sciarrino par une dramatisation musicale et sonore des textes recomposés, transformés en livrets de représentation dramatique implicites et explicites. Le geste vocal englobe le mot dans le chant, la tension entre les registres vocaux, entre l'alternance d'ensembles de voix et de voix solistes. Le jeu de répétition et de résonance est soigneusement organisé et calculé de manière à créer un mélodrame dans le sens propre du terme. Le mélos, mot et son et mot, se transforme en drame sonore. La musique, embrassant mots, sons et silence en articulation sophistiquée, riche en échanges symboliques, devient, pour ainsi dire, musique poétante. Étant donné qu'il s'agit de madrigaux, ne sont pas absentes des allusions mimétiques. Allusions au chant des cigales et aux cloches dans les 2 madrigaux que je vous propose maintenant d'écouter, le 3e et le 9e. Donc le texte est le suivant, le même. La cicala assorda nella voce un'aura di campane, la cigale assourdit dans la voix une aura de cloche. L'image principale est évidemment la stridulation de cigale, qui dans le 3e madrigal est réalisée par la répétition de la même figuration, découpant les mots en syllabes par de très courts silences, reprises par les différentes voix. Dans le 9e madrigal, qu'on écoutera tout de suite, sur le même texte et un miroir infidèle par rapport au 3e, ce qui change, c'est que la messa di voce aux différentes voix est substituée par une note répétée semblable à une ribattuta di gola, qui accentue l'onomatopée musicale. Une deuxième image est le court motif homorythmique sur le mot assorda, 3 syllabes, 3 sons qui interrompent l'enchaînement de stridulation de cigales. Il est repris dans le 9e madrigal, mais introduit une première fois juste après le début, comme une espèce d'anticipation. Par contre, l'image des cloches, représentée dans le 3e madrigal, par la répétition régulière et rapide d'intervalles de secondes de quarte ou de tierces de quarte, sur le mot campane, cloche, n'est pas reprise dans le 9e, qui se termine par une syllabation rapide sur un glissando descendant typique du traitement vocal de Sciarrino. Dans le 9e madrigal, à part l'introduction jusqu'à l'anticipation du assorda, la longue section entre cette anticipation et les reprises de assorda est équivalente à celle du 3e madrigal, sauf la transformation des messa di voce en ribattuta di gola. La différente introduction et cette transformation font qu'à une première écoute ou à une écoute sans le support de la partition, on ne perçoit pas cette équivalence. Miroir infidèle veut justement signifier ce jeu d'équivalence et de variantes, un jeu typique de Sciarrino qui aime beaucoup ces espèces d'illusions acoustiques. Donc maintenant, on écoute, et je projette en même temps la partition en essayant de tourner la page avec cet ordinateur qui n'est pas un Mac comme le mien, donc j'espère que tout va marcher. Donc le 3e.
ritmo rythmique. Et maintenant le neuvième, hein, je attendais un instant seulement que j'arrive au début de la partition. Donc le neuvième est la chose intéressante, c'est justement que, à part le début, les trois premières mesures, si je me souviens bien, tout ce qui précède à sorda est pratiquement la même chose qu'on a écouté, seulement cette transformation, c'est-à-dire les auteurs, il y a certains changements de voix, mais les auteurs sont les mêmes. C'est la même chose, mais la transformation de la messa di voce en ribattuta di gola fait qu'on ne perçoit pas du tout cette équivalence. Au moins, moi, la première fois que je l'ai écouté, tout simplement, je ne l'avais pas perçu. Et Sciarrino joue pas mal sur ces répétitions fragmentées, variées, etc., pour créer justement une espèce de trompe-l'oreille, d'une certaine manière. Il trouve que Gesualdo est contemporain est un compositeur contemporain, tout à fait contemporain. Donc évidemment, le travail qui fait le compositeur contemporain sur la musique de Gesualdo est de le rendre plus contemporain en mettant en évidence certaines choses qui aujourd'hui nous touchent, s'ils sont traités d'une certaine manière, plutôt que de la manière de Gesualdo si on le traite de manière philologique. Non, donc, disons, le but du compositeur contemporain, c'est aussi de mettre en relief, par un traitement différent, originel, personnel, certains traits de la modernité des compositeurs anciens. Si vous pouvez le remettre de début, parce que, excusez-moi. Oui, non, mais bon, voilà, on y va. Voilà. Voilà, ici c'est pareil, c'est...
descendant, qui est aussi typique de la vocalité de Charine. Celui-ci. Donc, étant donné que je n'ai pas reçu de l'éditeur de Charino, comme j'avais demandé, l'enregistrement des 3 derniers madrigaux de Carnaval, du deuxième livre de madrigaux de Charino, les seuls qui ont été à présent joués en concert, à l'occasion des concerts de Pollini, auxquels ces dernières pièces, à la famille Pollini, ces dernières pièces sont dédiées parce que Pollini est un très cher ami de Charino. Donc je vous propose, étant donné aussi le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le madrigal et surtout le madrigal historique, une élaboration de madrigal de la part de Charino. Parce que Charino a composé justement ces madrigaux originaux, des madrigaux composés par lui, mais il a aussi toute une production de madrigaux, d'élaboration, il les appelle, de madrigaux historiques, disons ça. Hein. Et donc c'est surtout au cours des années 90, quand le compositeur Charino avait projeté d'écrire un opéra sur Gesualdo da Venosa et sur le meurtre de sa femme infidèle Marie d'Avalos. Étant donné que Schnittke, l'autre compositeur, était en train de boucler un opéra sur le même sujet, il écrivit un opéra sur un sujet semblable, Luci mie traditrici, tiré du Tradimento per l'onore, drame théâtral de Giacinto Andrea Ciccognini de 1664. Et transforma l'opéra, qui n'a pas écrit, celle sur Gesualdo, une œuvre de théâtre de marionnettes pour les pupi siciliani de Giacomo Cuticchio et a réuni un seul recueil qu'il appelait Les Voci sotto vetro, 4 élaborations de pièces de Gesualdo qu'il avait choisies pour son opéra, parmi lesquelles il y a 2 madrigaux du prince de Venosa, Tu m'uccidi crudel et Moro lasso. Et maintenant, je vous propose, pour finir, d'écouter le premier, qui, dans différentes élaborations, est utilisé aussi comme une espèce de light madrigal tout au long de la pièce pour les pupi siciliani, mais transformé en madrigal accompagné par 4 saxophones. Donc, vous comprenez que ça change de sonorité, de timbre. Ici est dans la version des Voci sotto vetro. Et à la source, il y a donc un madrigal du 5e livre de Gesualdo, dont Charino extrait quelques bribes du texte. Tu m'uccidi, o crudele, e se vuoi ch'io taccia, e il mio morir non grida, ai morire, ond'io vo gridando, qui sont chantés par la voix, tandis que les fragments des autres voix sont joués par les instruments, amplifiant certaines atmosphères, certains affects ou certaines dissonances typiques du langage harmonique et contrapuntique de Prince de Venosa. Non? Et donc, c'est un bon exemple de la transformation d'un madrigal polyphonique en un madrigal monodique avec accompagnement polyphonique, c'est-à-dire la polyphonie, justement, vocale devient polyphonie instrumentale, et il y a une transformation, là aussi, extrêmement
dramatique parce que le texte coupé crée un autre drame. Je vous propose encore d'écouter ça pour conclure mon intervention. Merci.